La team, maintenant nous allons écouter Kémy Séba. Et vous allez vous rendre compte que pour Kémy Séba, c'est maintenant que tout le danger commence donc dans la scène politique sénégalaise. Pour Kémy Séba, Macky Sall vient là de poser un acte qui ressemble à l'acte que Kabila a posé avec Tshisekedi au Congo. Macky Sall sait premièrement que s'il se présente aux élections, cela va causer un déchirement dans son parti politique. Ça va causer des problèmes au sommet de l'État et ça va embraser le pays. Deuxièmement, s'il se présente, il va donner raison à toute la classe politique sénégalaise, vu que les oppositions ont fait des coalitions qui ne sont même pas idéologiques. Des oppositions ont fait des coalitions sur la seule base du non au troisième mandat. Et donc, s'il se présentait, il allait leur donner raison. Et tous les problèmes qui allaient en découler, il devait être le seul responsable, surtout qu'à l'heure où nous parlons, il y a déjà des plaintes contre lui à la CPI. À côté de ça, Macky Sall, en se retirant, veut profiter de ça pour gérer l'organisation des élections de 2024. Et en gérant cela, il va décider de qui il va exclure et qui il va laisser. Et personne ne pourra demander à Macky Sall pourquoi il le fait, vu que lui s'est retiré du troisième mandat. Aujourd'hui, vous allez donc voir des personnes qui avaient coalisé hier pour le non au troisième mandat se dissocier aujourd'hui et aller dans un combat farouche à la chasse à la présidence de 2024. Mais seulement, Macky Sall à la Kabila au Congo sait déjà ce qui va se passer et il connaît le prochain président des élections. Il va donc organiser un simulacre d'élection où il va désigner lui-même le vainqueur. Le vainqueur qui ne pourra pas l'arrêter et l'envoyer en prison. Parce que vous savez, si c'est le candidat du PASTEF, dont le président Ousmane Sonko, qui va aux élections et les remporte, parce que s'il va, il va les remporter, il va arrêter Macky Sall. Macky Sall sera donc accusé pour crime contre l'humanité et aussi pour les détournements de fonds publics. Mais il ne faut surtout pas que Macky Sall va en prison après. Pour ça, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de se retirer et de mettre une marionnette. Exactement comme ça s'est passé au Congo. Tu sais que Dieu est là, mais Kabila n'a pas été arrêté. Pourtant, nous savons tout ce que Kabila a fait au Congo. C'est exactement ça. Macky Sall va donc mettre là sa marionnette qui ne pourra jamais l'arrêter et l'envoyer en prison, ni même l'envoyer à la CPI pour les crimes qui se sont passés dernièrement. Et là, il pourra même aussi prendre une décision, celle d'empêcher Ousmane Sonko d'être candidat. Et qui pourra se plaindre? Personne. Vu qu'aujourd'hui, Macky Sall ne se présente plus au troisième mandat. Et donc, tout ce qui lui était reproché sera oublié. Beaucoup de Sénégalais vont oublier qui est Macky Sall et ce qu'on reprochait à Macky Sall. Parce qu'il ne faut pas oublier, on ne reprochait pas seulement à Macky Sall son troisième mandat. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on reprochait. Les présidents là qui gouvernent, qui font le détournement de fonds publics, qui s'enrichissent au dos du pays, qui s'enrichissent leur famille, qui abusent du pouvoir, qui tuent, massacrent, qui pillent les ressources humaines. On les accuse pour beaucoup de choses. Il faut bien que ces gens-là puissent rendre compte après. Mais pour ne pas le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre des marionnettes après nous. Donc, même quand il quitte, c'est toujours lui qui est là. C'est ça le problème. La team, écoutons ici Kémy Séba. Alors, comme vous l'avez constaté et comme vous l'avez concédé, comme vous l'avez compris, le président Macky Sall s'est prononcé sur sa décision de se présenter ou non aux élections présidentielles pour un troisième mandat. Et certains ont dit qu'on tout attendre, c'est pas vrai, parce que je pense que compte tenu du climat sociopolitique qu'il y avait au Sénégal, compte tenu de la tempête, compte tenu de la contestation, compte tenu de la colère d'un segment non négligeable, pas de toute la population, mais d'un segment non négligeable de la population sénégalaise, il était évident que si Macky décidait de se présenter, il allait précipiter une contestation que le gouvernement sénégalais n'allait pas pouvoir gérer. Et donc sa stratégie a été de dire qu'il ne se présente pas et de criminaliser, entendez bien quand même la manière dont il a présenté les choses, et de criminaliser ceux qui contestaient sa malgouvernance. De telle sorte qu'il se présente en garant de l'état de droit, en personne qui, au regard de l'histoire, respecte les principes de la politique sénégalaise et de la constitution sénégalaise, soi-disant, et en même temps, ceux qui sont opposants vis-à-vis de sa malgouvernance, vis-à-vis de sa violence sociale,
sont présentés comme des criminels. Il a été d'un machiavélisme hier qui dépasse l'entendement. J'ai vu des gens très naïfs qui nous ont dit que on a gagné, Macky ne se présente pas. Et j'ai dit que je pense qu'ils ne réalisent pas qu'en réalité les choses les plus complexes commencent maintenant pour le camp souverainiste au Sénégal. Ça commence maintenant parce que une grande partie de l'opposition sénégalaise s'est constituée opposition et ils se sont alliés les uns aux autres à l'intérieur de cette opposition uniquement parce qu'ils étaient tous contre le 3e mandat de Macky Sall. Des gens qui n'avaient pas le même programme, qui n'avaient pas le même axiome idéologique, qui n'avaient pas les mêmes objectifs, mais se sont alliés et le ciment de cette alliance était non au 3e mandat de Macky Sall. Maintenant que Macky Sall ne se présente pas, certains ont dit, notamment mon bien-aimé grand frère que j'aime tellement, mon grand frère et ami Franklin, que c'était la stratégie de Alassane Dramane Ouattara. C'est une option. Mais je pense profondément que c'est beaucoup plus la stratégie de la RDC que Macky Sall est en train d'opérer. Macky sait que si Ousmane Sonko se présente aux élections et gagne les élections présidentielles, Macky va finir en prison comme Hosni Moubarak. Et donc Macky a tout intérêt, et je le répète, à ce qu'il fasse comme Kabila l'a fait en RDC, c'est-à-dire choisir un successeur plus docile, plus gentil, d'accord, moins belliqueux, pour s'assurer que lorsqu'il passera le pouvoir, il passera les rênes du pouvoir à son successeur ne le fera pas incarcérer. Sonko monte l'écrou très tôt. Et en montrant l'écrou très tôt, il attire la suspicion, la méfiance et l'hostilité hystérisée, d'accord, du tyran Dirty Macky, connu sous le nom de Macky Sall. Et Macky a une stratégie qui, à mon avis, est déjà établie, et je pense que le temps là-dessus nous donnera raison, qui est qu'il va maintenant tout faire pour phagocyter l'opposition, passer des accords et des alliances secrètes avec des cadors de l'opposition, pour qu'une coalition, une nouvelle coalition, voit le jour pour faire un front anti-Ousmane Sonko. Je suis prêt à mettre un billet dessus. Je vous le dis. Je suis prêt à mettre un très gros billet dessus, qu'il y avait un front anti-Macky Sall, mais que Macky est en train de préparer un front anti-Ousmane Sonko, avec des cadors de la prétendue opposition d'avant. Et on va être très surpris de voir des gens qui étaient très virulents contre Macky, à l'époque où il disait qu'il était qu'il était dans une optique potentiellement de pouvoir se présenter. Il y a des gens qui désormais vont être des alliés féroces de la mouvance présidentielle actuelle et qui vont se positionner contre la candidature d'Ousmane Sonko. Et donc il faut absolument que les militants du PASTEF soient très vigilants en ne pensant pas que c'est maintenant que le combat est en train d'être gagné, parce que les choses les plus difficiles vont commencer et les trahisons vont venir de tous les côtés. Souvenez-vous de ce que je vous dis. La politique sénégalaise nous concerne tous pour la simple et unique raison qu'en tant que panafricanistes et nous qui luttons pour le processus de l'autodétermination, il y a des bastions du néocolonialisme. Il y a des bastions de la France-Afrique. Et parmi les plus grands bastions de cette France-Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont parmi les champions imbattables sur ces questions. Et donc si le Sénégal tombe dans les mains du PASTEF, ça sera une victoire pour nous tous. D'accord ? Quelles que soient nos nuances idéologiques les uns les autres. Mais si, alors que nous sommes si proches du but, nous passons à côté, ça sera une défaite pour nous tous aussi. Donc nous avons tous intérêt à ce que le PASTEF gagne. C'est très important ce qu'on est en train de dire. Mais il faut être vigilant. Parce que les coups vont venir de tous les côtés et ceux qui étaient les amis d'hier vont se transformer en féroces et machiavéliques ennemis aujourd'hui et demain. Le danger quand on se prononce trop tôt sur notre volonté de candidature, c'est qu'on braque tous les projecteurs sur nous et l'adversaire qui a les moyens coercitifs, qui a les moyens pour pouvoir financer ou corrompre un certain nombre de gens, accélère le processus aussi de liquidation de son opposant. Donc il faut que la rue reste mobilisée, que la jeunesse sénégalaise reste mobilisée, en tout cas le segment qui se sent dans une dynamique patriotique, parce que malheureusement j'ai appris, et je le vois, je discute avec beaucoup de gens, il y a aussi malheureusement des Sénégalais qui ne se retrouvent pas dans cette dimension patriotique-là aussi, il faut qu'on soit capable de le dire, et donc il faudra qu'il y ait un travail qui soit fait sur ces questions. Je pense qu'il faut qu'on médite énormément sur ce thème.
Khalifa Sall, que j'ai connu lorsque j'étais en prison à Dakar, et des tas d'autres, sont sur la ligne pour se présenter. Et croyez-moi que des gens qui étaient des alliés hier peuvent être des adversaires redoutables demain, Khalifa, Karim Wade, etc., etc., etc. N'oublions pas l'histoire de la grande famille libérale, pour ne pas dire néolibérale, au Sénégal. Le PDS est un parti extrêmement ancré, avec une stratégie extrêmement huilée, d'accord, en ce qui concerne le maillage du territoire sénégalais. Et donc il faudra faire attention à cette réalité. Je ferme la parenthèse sur le Sénégal en disant donc, restons mobilisés, parce que Macky va tout faire pour trouver son Félix Tshisekedi local. Un successeur qui ne va pas l'envoyer en prison, un successeur qui sera moins belliqueux que Sonko pour couper la poire en deux et pouvoir rassurer une grande partie de la population sénégalaise silencieuse, parce qu'on entend aujourd'hui la tendance révolutionnaire, mais il y a une partie malheureusement qui n'est pas dans cette démarche révolutionnaire, qui ne s'exprime pas, mais qui va s'exprimer à la veille des élections. Et elle s'exprimera peut-être pour quelqu'un qui paraît plus modéré qu'Ousmane Sonko. Et c'est ça qu'on doit éviter. C'est cela qu'on doit éviter à tout prix. Et donc il faut qu'il y ait un travail d'échange et de discussion de fond avec les membres actuels de l'opposition pour qu'ils ne passent pas de l'autre côté. Et on doit vraiment faire attention, à mon sens, à cette réalité. Et donc on adresse tout notre soutien au PASTEF, d'accord, au Sénégal, en ensemble. Parce que la victoire du PASTEF au Sénégal, ça sera comme la victoire de notre frère Assimi au Mali, ça sera comme la victoire de nos frères du côté du Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, tous ceux qui sont dans une logique de souveraineté, nous autres du mouvement panafricaniste, et notamment de l'organisation internationale, l'ONG Urgence panafricaniste, nous soutenons toutes ces forces, quelles qu'elles soient, et nous menons ce combat à tous les étages. Que l'on soit clair. Et on a une grosse pensée pour tous les prisonniers politiques, dont certains sont des membres de l'ONG Urgence panafricaniste, qui sont incarcérés au moment où on parle au Sénégal alors qu'ils n'ont rien fait. C'est important aussi qu'on puisse le dire. D'accord ? Je ferme la parenthèse dessus. Et je viens sur une thématique qui me paraît, là encore une fois, très importante. On va parler de la Côte d'Ivoire. Lors de ma venue au Mali, qui a fait grand bruit, qui a, encore une fois, on le sait, terrorisé, dérangé, ulcéré les tenants du néocolonialisme français, on a tenu des propos extrêmement forts sur la nécessité. Vous m'entendez, il y a beaucoup de vent. Moi aussi, je vous aime. Quelqu'un qui me dit qu'on vous aime fort. Je vous aime très fort aussi, vous le savez. Il y a énormément de vent ici, j'espère que vous m'entendez. On a tenu des propos très forts sur la nécessité pour le Mali de continuer son processus d'autodétermination et de s'éloigner de tout ce qui a trait à la pieuvre globaliste néolibérale qui se présente comme la communauté internationale, mais qui n'est rien d'autre en réalité que le conglomérat des États prétentieux et arrogants de l'élite occidentale. Et donc, par conséquent, le processus d'éloignement vis-à-vis de la MINUSMA, qui n'a jamais été efficace en ce qui concerne la réalité malienne, était, à notre sens, des plus nécessaires. Ils s'occupent d'autres zones de conflit parce qu'au Mali, ils n'ont rien prouvé. Ils ne font rien. C'est quelque chose que l'on peut dire, que l'on doit dire, si on veut être les plus sincères en ce qui concerne cette actualité. Mais à côté de cela, on a aussi parlé, on a été interrogé sur la Côte d'Ivoire. Alors vous savez, la Côte d'Ivoire, vous connaissez un petit peu l'histoire de ce pays. Côte d'Ivoire, pays qui, déjà au moment des indépendances, avait choisi, et je dis ça tout en précisant que j'aime profondément mon peuple ivoirien, que j'ai un nombre important, et Alassane Dramati Ouattara le sait, de sympathisants ivoiriens, d'accord, de telle sorte que Alassane ne veut pas qu'on rentre parce qu'il ne veut pas qu'on crée des troubles à l'ordre public. Il le sait. On a un nombre important de frères et sœurs de toute ethnie en Côte d'Ivoire, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, tous ivoiriens, qui sont partisans de notre idéologie, de notre combat panafricaniste. Mais il faut rappeler quand même que la Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny, les élites ivoiriennes sont des élites de la trahison, sont des élites de la soumission, sont des élites du néocolonialisme le plus putréfié. Le dire n'est pas un crime contre l'humanité. Sankara disait déjà que la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, c'était la capitale de la France-Afrique. Et ça n'a pas changé. On a une pseudo-élite corrompue jusqu'à la moelle, qui adore l'Occident plus que l'Occident s'aime lui-même, qui rêve d'être blanc plus que le blanc rêve d'être blanc lui-même, et pour qui le paradis sonne blanc, et tout ce qui a trait à la réalité africaine
sonne comme l'enfer, sonne comme noir, sonne comme le plus obscur en ce qui les concerne. Alors, il y a quelque chose qu'il était important que l'on dise. J'ai dit que je me sens plus à l'aise à Bamako qu'à Abidjan et que la notion du développement telle que présentée par l'élite ivoirienne me posait problème. Et ça a poussé à l'hystérie, les ados moutons complètement abrutis, complètement imbécilisés. Ça va mon frère, ça va bien? Les ados moutons ignorants, payés, je pense, quelques centaines de francs CFA par semaine pour raconter n'importe quoi en défendant leur président qui lui est millionnaire et n'a pas les mêmes problèmes que eux qui ont des problèmes pour payer leur connexion. Les ados moutons sont partis dans l'hystérie. Kébi a dit qu'il préfère le Bamako et ses coupures d'électricité à Abidjan. Il a dit qu'Abidjan c'est une ville meilleure qu'une ville européenne. Ils étaient fiers. Parce que pour eux, les villes européennes, c'est la perfection. Le degré d'aliénation dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Mais quand on a parlé, et j'ai même vu un imbécile qui se prétend être, je ne veux pas le citer parce que ça serait lui donner une audience qu'il n'a pas, un imbécile qui se prétend journaliste, grand prix journaliste, je ne sais trop quoi en Afrique de l'Ouest ou ailleurs, qui déclarait que Kémy Séba reproche à la Côte d'Ivoire d'avoir des KFC et des McDonald's, etc. Ils n'ont pas compris en fait. Et on va répéter. C'est Emmanuel Todd qui parle du fait que la globalisation néolibérale, l'un des synonymes de cette globalisation néolibérale, c'est notamment ce qu'on appelle la McDonaldisation parfois. Un des symboles de cette mondialisation. C'est-à-dire que l'instauration et l'installation des grandes firmes occidentales, d'accord, et la disparition, la destruction de la concurrence et de la possibilité pour les petites entreprises locales de tous les peuples de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer leur pleine potentialité. Quand vous regardez les entreprises françaises, je parlais d'abord des entreprises françaises, on peut parler des entreprises occidentales, mais là, je pense qu'on va parler de la quasi-totalité de la Côte d'Ivoire. Les entreprises françaises sont au nombre de 700. Je ne sais pas si vous réalisez de quoi on parle. 700 en Côte d'Ivoire. 700. Il faut bien, je vous demande de vérifier s'il vous plaît, 700 minimum. D'accord? 700 minimum. Et le chiffre d'affaires de ces entreprises françaises sont équivalentes à 30% du PIB de la Côte d'Ivoire. Ça ne vous pose pas de problème. Ça ne vous pose pas de problème. Ah non, parce que pour vous, il y a bon. Hein? Si le blanc vient ici et fait ses entreprises chez vous, vous êtes content. Na blé, na batomenoué. N'avez pas honte. Votre pays est pris en otage par une élite financière occidentale qui fait la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. On vous dit que vous êtes développé, vous n'êtes pas développé, vous êtes sous assistance respiratoire. Votre pays n'est même pas en location, votre pays est acheté par l'extérieur. Et comme on vous construit des bâtiments, on vous construit des immeubles qui vous donnent la sensation de ressembler aux Blancs, vous avez l'impression que vous êtes développé. Vous n'êtes pas développé, vous êtes sous-développé psychologiquement. Vous êtes profondément aliéné. Profondément aliéné. Alassane Ouattara, comme Houphouët-Boigny, a décidé de choisir la voie de la soumission de l'esclave, docile dans la plantation, à qui le maître donne une biscotte le matin, le midi et le soir. Il lui donne 3 repas. Donc il a l'impression que c'est un esclave de meilleure catégorie. Et il méprise l'esclave rebelle comme le Mali, d'accord, qui a décidé de quitter la plantation, quitte à être dans les difficultés. Mais je le dis et je le répète, il y a des gens en Afrique, des Africains, qui préfèrent la liberté dans la difficulté que le confort dans l'esclavage, que le confort dans la servitude. 30% du PIB ivoirien, voilà ce à quoi équivaut, je ne sais pas si vous vous rendez compte, équivalent les recettes des entreprises françaises. Mais ça ne vous pose pas de problème. J'ai vu des journalistes cotorépisés, des journalistes complètement abrutis, zombifiés, qui sont fiers qu'on leur dise que quand on est à Abidjan, on a l'impression d'être dans une ville européenne. Parce que pour eux, leur standard de vie, on pourrait se dire qu'il y a plusieurs formes de développement, qu'il y a en effet une nécessité de développement infrastructurel amplifié, mais qui pourrait respecter une architecture dans une dimension africaine, qui pourrait respecter un environnement, d'accord, en adéquation avec notre ontologie. Mais non, c'est pas leur préoccupation. Pour eux, le paradis sonne blanc. Et donc il faut que leur ville soit l'exacte copie de ce qu'on trouve en Occident. C'est déjà pas le cas.
D'accord? Ils essaient de s'en approcher. Et en effet, quand on est là-bas, on n'a pas l'impression qu'on est dans une ville africaine. Déjà, on voit que les Occidentaux font la pluie et le beau temps dans ce pays. D'accord? Que les petits commerçants, eux, sont dans des difficultés les plus terribles. Parce que le prolétariat ivoirien souffre. D'accord? C'est l'élite et la bourgeoisie ivoirienne qui, dans une logique de concubinage incestueux, d'accord, avec l'oligarchie occidentale. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de 30% du PIB, d'accord, qui équivaut à l'ensemble des recettes des entreprises françaises. Mais on n'a pas parlé des recettes des entreprises occidentales, qui à mon avis doivent être le double, voire le triple, dans ce pays. Il faut qu'on médite quand même sur cette réalité. On sait que le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les autres pays africains. Ça, c'est pas leur problème. Le premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire, c'est l'Union européenne. Et ils sont fiers. La Bléouéa. Il faut que les Africains repensent, comme le disait Thomas Sankara, le développement. Dans une perspective en adéquation avec notre vision, avec notre traditionnelle vision, avec notre ontologie, d'accord, avec notre histoire. Personne ne dit qu'il faut s'engouffrer, se plaire, se complaire dans la pauvreté. Mais je respecte profondément un pays qui, parfois même, entre guillemets, pas pauvre, mais appauvri, parce qu'il a toutes les ressources, mais appauvri par le système qui veut l'empêcher de pouvoir jouir de ses ressources dès lors qu'il décide d'être libre. Je préfère quelqu'un qui se bat pour sa souveraineté et qui enclenche le processus de la reconstruction de soi, même si ça prend beaucoup plus de temps, que quelqu'un qui se complaît dans la facilité de la prostitution économique en se livrant aux investisseurs étrangers, d'accord, de telle sorte que ces investisseurs, par la suite, font un décor en façade, donnent l'impression que le pays est avancé, alors que le pays n'est rien d'autre qu'une prison dorée, une maison de prostitution, d'accord, parce que c'est de ça dont il s'agit en réalité. L'élite occident fait le sale, fait du sale en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le royaume des cocaïnomanes, certains anciens ministres, paix à leur âme, qui ont disparu, savent de quoi je parle. Et même ceux qui sont à la tête de l'État aujourd'hui savent de quoi je parle. Toute la poubelle de l'oligarchie occidentale vient s'installer et fait son business chez vous. Le petit commerçant ivoirien n'a pas de quoi joindre les deux bouts. Mais une petite minorité se gave, une petite minorité servile, une petite élite comprador, en conformité avec justement l'élite occidentale. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va parler que de la Côte d'Ivoire, se passe aussi du côté, évidemment, du Bénin, où Patrice Talon copie aveuglement, bêtement, stupidement, ce que Alassane Dramati Ouattara fait de plus dramatique, c'est le cas de le dire. D'accord? En faisant le tour de France des chefs d'entreprise français, en faisant du booty checking devant les gens du MEDEF, avec Ouadani là, qui passe son temps à faire du bobaraba, bouche, fesse gauche, fesse droite, etc., devant les entrepreneurs français. Parce que pour eux, le développement sonne blanc. Le développement sonne français. Le développement sonne occidental. Il ne peut pas y avoir pour eux une perception du développement dans son acception africaine. J'ai vu des abrutis qui m'ont dit, un journaliste imbécile qui m'a dit, mais Kémy Séba, tu parles du KFC, du McDonald's, alors que c'était une allégorie, hein, mais il a pas le QI pour comprendre. Il me dit, mais Kémy Séba, en Chine aussi, j'ai vu des KFC et des McDonald's. Mais pauvre idiot que tu es. La Chine, avant qu'il y ait KFC et McDonald's, ils ont nationalisé sous Mao. Depuis Mao jusqu'à aujourd'hui Xi Jinping, ils ont nationalisé leurs entreprises dans leur quasi-totalité. Et le peu d'entreprises étrangères qui sont là, c'est une minorité. D'accord? C'est une minorité. Elles n'ont pas 50% ou 30% de recettes qui sont équivalentes, ou du moins elles n'ont pas leurs recettes qui sont équivalentes à 30% ou 50% du PIB de la Chine. C'est pas vrai. Donc comparez ce qui est comparable au lieu de faire les abrutis et de vous revendiquer fier de ce genre de situation. Patrice Talon suit le même chemin que Alassane Dramane Ouattara et c'est dramatique. On a une élite aujourd'hui africaine qui pense que le baromètre de la civilisation, c'est l'Occident. Pourtant, je voyage partout dans le monde. Et partout où nous voyageons dans le monde, on voit qu'il y a d'autres pays qui ont d'autres systèmes de valeurs, d'autres systèmes de pensée, d'autres perceptions. Mais nous, on a des élites qui pensent que le paradis, c'est l'homme blanc. Eh bien, nous disons que chaque peuple doit avoir son propre paradis et son propre paradigme, et que le développement doit être pensé en fonction de nos réalités.
Mais ça, c'est trop difficile à comprendre pour des abrutis congénitaux comme les Ados-Moutons et leurs sponsors. Mais on est devant vous. On est face à vous. Et on ne vous laissera pas respirer. Il faut que ce soit clair, cette réalité. On ne vous laissera pas respirer. Nous sommes vos adversaires. Ça va, mon frère? Ça va bien? On est ensemble. Nous sommes vos adversaires. Tout le monde ne rêve pas. Tout le monde ne rêve pas de l'Occident. Moi, je suis né en Occident. Je suis rentré en Afrique il y a 12 ans. L'Occident dont vous rêvez, nous en revenons. L'Occident dont vous rêvez qui tue ses enfants, qui tue les Noirs, qui tue les Arabes comme des lapins. L'Occident dont vous rêvez en complexé que vous êtes. Chers aliénés en Côte d'Ivoire, nous sommes face à vous. Vous comprenez? Nous sommes face à vous. Il y a une nouvelle génération qui veut vivre dans sa dimension africaine. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une caricature, hein, ça veut dire qu'on ne veut pas manger de temps en temps des plats extérieurs, mais on ne veut pas que ce soit la norme. On ne veut pas que ce soit la norme. On veut notre identité, on veut notre réalité. Mao Claude, Dieu est grand. Dieu nous a fait noirs. Dieu nous a fait africains. Dieu ne nous a pas fait toubabisés. Dieu ne nous a pas fait leucodermisés. Il y a des raisons à cela. Comprenez cela. Et si vous ne comprenez pas, on va vous forcer à comprendre d'une façon ou d'une autre. D'accord? Soyez connectés. Soyez libérés dans vos esprits. Comprenez que le baromètre de notre dépassement, ça doit être nous autres qui le fixons et non pas d'autres. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que celui qui définit la circonférence de votre savoir, de vos connaissances, délimitera la sphère d'influence de vos actions. Tant que vous agirez avec un logiciel idéologique, intellectuel, défini par d'autres peuples, vos actions seront en adéquation avec ce que veulent d'autres peuples de vous. Méditez dessus. Après avoir écouté Kémy Séba, vous êtes d'accord avec moi ici qu'il a parfaitement raison. Même si le professeur Franklin Nyamsi, qui comme moi, avons dit que M. Alassane Ouattara a déjà fait ça et ça n'a servi à rien, il faut aussi regarder ce que Kémy Séba dit, parce que cela est plus pertinent, à mon avis. Kémy Séba est plus pertinent parce que cette stratégie semble être vraiment plus crédible. Oui, plus crédible. Premièrement, Macky Sall a déjà disqualifié Ousmane Sonko avec sa condamnation de 2 ans. Oui. Et aujourd'hui, où il n'est plus candidat, tout le monde dira, mais ce n'est pas parce qu'il veut se présenter qu'il a disqualifié Ousmane Sonko. La justice a vraiment fait son travail. Donc, du coup, on va donner raison à la justice, en oubliant que non. Macky Sall ne se présente pas, selon lui, mais qui sera donc le candidat? Qui sera donc le prochain président, prochain président de la République? Ce candidat viendra d'où? Qui l'aura donc choisi? Dans quel parti politique il sortira? Même s'il sort d'un parti politique de l'opposition, Macky Sall aura tout organisé exactement comme ça s'est passé déjà au Congo. Tous ces présidents ont une ferme envie de rester au sommet de l'État. Ils ne veulent pas une véritable démocratie. Ils font semblant. C'est pourquoi je dis, même si nous voulons apprécier ce que Macky Sall fait, nous savons que c'est maintenant que la lutte commence. La lutte rude, le véritable combat des Sénégalais commence maintenant. Parce que le véritable candidat qui pourra arrêter Ousmane Sonko et changer radicalement la situation des Sénégalais pour que ce pays soit totalement souverain et vraiment libéré, c'est Ousmane Sonko. Et est-ce qu'il va donc pouvoir être candidat? Est-ce que Macky Sall va laisser qu'il soit candidat? Nous pensons que non. Macky Sall va l'empêcher. Peu importe les moyens, peu importe les voix, il va l'empêcher de l'être. La team, ceci étant dit, vous pouvez donc faire votre propre analyse et mettre en commentaire ce que vous pensez par rapport à cette sortie de Kémy Séba.